Alors les deux thèmes de cette semaine, j'ai envie de dire, sont l'ajustement à la maison, continuation de ça, mise en place de ce dont on a besoin, et progression de sa détérioration. Donc je vous avais dit que samedi, quelqu'un m'avait guidé via vidéo pour changer sa perfusion d'antibiotiques. Dimanche, on nous appelle vers midi en nous disant que quelqu'un va nous appeler. Il ne nous appelle pas vraiment, mais il vient vers 4 heures, un infirmier, et c'est lui qui change l'antibiotique, la perfusion. Donc c'est très bien, ça me donne l'opportunité de voir comment c'est fait sans devoir le faire moi-même et de poser des questions. Il nous dit aussi qu'une infirmière viendra lundi pour établir nos besoins, voir la situation dans laquelle on est et mettre en place plus de services. Dès le matin, une infirmière vient pour lui faire une prise de sang. L'anticoagulant a besoin d'être contrôlé. Le niveau de liquidité, dis donc, je ne sais pas comment on dit ça. Ça fait trop financier ce terme. Peut-être que c'est liquéfaction. Encore pire, j'ai regardé, au fait, c'est viscosité. On en apprend tous les jours. Du sang de Terry est à 6, le normal est entre 1 et 3. Donc ça veut dire qu'à l'hôpital, on lui a donné beaucoup trop d'anticoagulants. Il faut attendre que ça redescende avant de lui donner, à partir de maintenant, des pastilles. Mais donc, il faut surveiller ça. Donc lundi, quelqu'un vient, ce qui est merveilleux. Je pensais qu'on allait devoir y aller nous-mêmes. Et le soir, effectivement, une infirmière superviseure vient et fait un check-up de Terry très complet. Justement, Terry commence aussi à avoir les pieds et les chevilles plus enflés. Et j'avais remarqué la veille qu'un de ses pieds était mouillé, que sa peau suintait. J'ai été un peu inquiète et donc elle m'explique que c'est normal et que c'est en fait bien. Ça veut dire que son corps a trouvé une façon d'éliminer ce surplus d'eau. Elle lui met un bandage et me rassure finalement. Mais bon, la situation elle-même s'empire parce que ça veut aussi dire que Terry ne peut plus mettre de chaussures, ni de chaussettes, ses pieds étant trop enflés. Donc je regarde en ligne et même si je déteste Amazon pour le principe, c'est clair que c'est la façon la plus rapide d'obtenir des pantoufles qui sont velcro, qui s'ajustent à n'importe quelle taille de pied, largeur. Donc je les commande et on les reçoit le lendemain matin. Mardi, on doit aller à l'hôpital pour une perfusion d'hydratation, ce qui devient un peu plus compliqué parce que, comme je vous dis, Terry marche moins bien. Mais elle se passe bien. Il utilise son déambulateur pour aller jusqu'à la voiture et sur place, il y a toujours une chaise roulante à l'hôpital. Je remarque d'ailleurs qu'un jeune homme, assis à côté de son parent, a sur les genoux une boîte qui m'est très familière. C'est la boîte qu'on nous a donnée avec la perfusion pour Terry pendant, je pense, une semaine. Il a exactement la même boîte avec le même petit papier au-dessus et une étiquette rouge qui dit à mettre au frigo. Donc je remarque, c'est tout. Et finalement, demain vendredi, quand il aura sa deuxième perfusion, on aura nous aussi cette même boîte à ramener à la maison. C'est les provisions pour la semaine prochaine. Médicale, n'est-ce pas? Comme c'est mardi, et ça fait une semaine qu'il a cette perfusion, cette aiguille dans sa chambre implantable, il faut la lui changer. Ça doit se faire toutes les semaines et c'est fait au moment de l'hydratation. S'il n'avait pas eu d'hydratation, quelqu'un serait venu le changer à la maison. Et c'est d'ailleurs ça que les nursing homes de la liste qui nous était accessible ne voulaient pas faire. Le soir, on avait des tickets pour un concert de Paul Simon
Et bien sûr, Terry ne peut pas y aller. Donc j'ai demandé à une amie qui adore la musique, qui chante, qui, je sais, l'appréciera beaucoup si elle veut venir avec moi. C'est la première fois que je sors avec elle. C'est une des dames de mon groupe de vieilles dames. Alors elle n'est pas aussi vieille, elle doit avoir 8 ans de plus que moi. C'est elle qui s'occupe aussi de notre chat quand on n'est pas là. Ça a été assez magique comme soirée. Les sièges étaient très loin par rapport à la scène et on s'est levé. C'était en plein air et on a pu rester debout mais beaucoup plus près. On a bougé 2 fois parce que les gens autour de nous parlaient. À chaque fois, ça nous poussait à aller quelque part de plus confortable et de mieux. Donc on a trouvé ça très symbolique. Au fait, quand quelque chose de désagréable se passe et ça nous pousse à partir de notre zone de confort, ben, c'est que parfois, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. À la fin du concert, il a fait un premier encore. Au passage, je vais vous dire en anglais, c'est la même chose. Encore, voilà. Les gens applaudissaient, on commençait à partir. Et il est revenu sur scène pour chanter une dernière chanson, The Sound of Silence, celle que tout le monde connaît si bien. Et mon ami et moi, on était justement en train de marcher au milieu de l'espace, à côté de la sono. Et donc on avait Paul Simon juste en face de nous. Le son était merveilleux. Voilà, c'était vraiment un cadeau. On était debout et personne ne nous disait de partir puisque la moitié des gens étaient déjà en train de partir. Voilà, ça, j'ai adoré ces petits moments, ces clins d'œil qui a rendu notre soirée plus agréable et très inattendue. Malgré l'interdiction, j'ai quand même fait des vidéos pour que Terry puisse partager un petit peu de loin la soirée qui aurait dû être la sienne aussi. Mercredi, à nouveau rebelote. Donc je vous ai pas dit, mais le résultat de la prise sanguine de lundi était le même, toujours à 6. Mercredi, ils reviennent, et là c'est à 5,5, donc toujours pas besoin de lui donner le médicament. Et aujourd'hui, jeudi, un de ses amis d'enfance qui habite à Seattle vient nous rendre visite. Ils sont restés à peine 2 heures, Terry était vraiment très fatigué. Et depuis, il dort. Voilà. Il est 5h30. Il s'est couché vers 1h. Et je sens bien il ralentit. Son corps ralentit. Il a peu de force. Parfois, il n'arrive pas à se lever du canapé. Donc, il est mieux sur une des chaises. Il continue à boire très peu. Et hier soir, il a vomi. Ce matin, on a aussi eu l'appel d'un médecin qui faisait le suivi par rapport au séjour de Terry à l'hôpital. Et il lui a posé une question. C'est la 2e fois qu'on nous la pose. C'est clair que c'était par rapport aux intentions d'hospice. Il lui a demandé quel était actuellement son but. Et je me disais, mais comme si dans la vie, il fallait avoir un but. Ben, son but, c'est de vivre un jour de plus, je ne sais pas moi. On n'a pas répondu, mais comme c'est la 2e fois qu'un médecin nous pose cette question, je me suis dit que ça devait être dans le script de la phase dans laquelle il est. J'ai trouvé ça un peu trop transactionnel. Ça me paraît évident que son but, c'est de continuer à vivre aussi longtemps que possible pour l'instant. Je pense qu'il voulait savoir si Terry était prêt à passer aux soins d'hospice, ce qui veut dire qu'il n'aurait plus les médicaments qu'il a en ce moment pour son abcès et l'anticoagulant. Donc c'est vraiment renoncer à tout. Se laisser mourir, quoi. Il a bien dit, le médecin, qu'il ne pouvait pas faire plus pour Terry, que son problème d'estomac et de digestion, il n'y a rien à faire. Et donc après la réponse de Terry, le médecin lui-même a dit « J'ai l'impression que tu n'es pas prêt, que c'est clair que tu veux continuer ». La voix de Terry est encore très bonne. Il a encore beaucoup d'énergie, pas toujours, mais voilà, il est encore on sent de l'énergie dans son cœur, dans son âme.
même si son corps le lâche. On en est là. Et puis finalement, cette conversation avec le médecin a travaillé dans la tête de Terry parce que le soir, il m'a dit « Peut-être que je devrais entrer en hospice ». Alors avant de continuer avec ça, on a appris à l'hôpital, une personne du service des hospices est venue et la première chose qu'elle nous a dite, c'est « L'hospice, c'est pas un lieu, c'est un service ». Alors, je suis tombée de haut parce qu'apparemment, donc, inclus dans notre service médical, il n'y a pas de lieu pour aller mourir. Alors je vais me renseigner un peu plus, mais c'est vraiment ce qu'elle nous a dit. Ça veut simplement dire que des infirmiers ou infirmières viennent à la maison pour donner des soins de base, mais voilà, que c'est vraiment chez nous. Et ça n'est pas 24 heures sur 24. Donc je dois vraiment me renseigner par rapport à ça. Alors je ne vais pas vous laisser une semaine à attendre. J'ai appelé mon ami qui m'a dit que, effectivement, en principe c'est comme ça. Si les personnes sont en crise, il y a des lieux. Et si elles ont vraiment besoin de soins intensifs, ça peut être aussi fait à la maison avec une infirmière qui est là pendant 24 heures. Comme quoi, c'est plus flexible que je ne le pensais, probablement. Et il n'aime pas trop le dire pour limiter ces situations-là. Mais donc, comme je vous dis, Terry se pose quand même un peu la question. C'est dur. C'est dur de voir que c'est la personne elle-même qui doit décider de si elle veut mourir ou pas. C'est un peu un suicide déguisé, quoi. Les morts naturelles sont tellement plus faciles, moralement. C'est une situation assez spéciale. La semaine prochaine, on voit l'oncologue et la chirurgienne. On pense que rien ne va se passer, mais j'ai dit à Thierry, peut-être que tu veux les voir d'abord. Pour fermer la boucle, entre autres, c'est peut-être un moment où tu verras plus clairement. Et avec ça, on a l'idée que, à l'hôpital, le médecin lui avait dit que s'il arrête tout, il lui donne entre 2 jours et 1 semaine. Voilà. Bon, quelque chose me dit que ce sera plus qu'1 semaine, mais voilà, que c'est quelque chose d'assez immédiat. C'est terrible de devoir décider. C'est pas quand on veut mourir, mais quand on veut arrêter de se soigner. Et c'est pas se soigner dans le sens de guérir, mais de se maintenir en vie, d'aider son corps. Quand on parlait de tout ça, de l'hospice, il y a une pensée qui me rassurait un peu et je l'ai partagée avec Thierry, c'est que il a mal quand il mange. Le jour où il arrêtera de manger, il n'aura plus mal. Et c'est en partie notre inquiétude que sa douleur ne puisse pas être apaisée, car elle l'est difficilement en ce moment. Moi, je me disais qu'il en avait encore pour, entre guillemets, pas mal de temps, s'il continue les médicaments. Mais peut-être que même pas. Il n'a presque rien mangé aujourd'hui, à part l'hydratation. Donc c'est clair, son corps se ferme. Ouais. Donc j'espère qu'il pourra attendre mardi. Ouais. Donc au moins, a priori, en tout cas pour ce problème-là, je pense que ses douleurs disparaîtront au fur et à mesure qu'il lâchera prise. Et c'est peut-être un peu ce que son corps est en train de lui dire de faire.
Ne mange plus. Alors pendant que je parlais à mon amie infirmière en hospice, qui m'a donc donné les détails, elle m'a aussi dit qu'elle pense qu'il partira dans son sommeil. Ouais. Dans un sens, je me dis c'est bien pour lui. Et donc quand j'entends ça, je me dis waouh, je pourrais pas vraiment lui dire au revoir. Ce sera un moment donné comme ça, quand je l'aurai laissé pour qu'il se repose. Je ne sais pas. Je ne vous ai pas encore dit, mais notre fille n'est pas en ville jusqu'à mardi prochain. Et je le lui ai dit, et elle m'a dit que peut-être qu'il ne sera pas là mardi prochain. Et que comme lundi, une infirmière vient, qu'on devrait lui demander qu'il passe en hospice lundi, parce que ça va prendre quelques jours avant de mettre les choses en place. Alors je vais aussi demander un peu qu'est-ce qui se passe une fois qu'il décède. Est-ce que notre centre médical s'occupe du corps ou pas? Et elle me dit que non, qu'il faut choisir des pompes funèbres et c'est eux qui viennent. Waouh, hein, hyper concret tout ça. Et donc elle m'a envoyé le nom de la société qui s'est occupée de son mari, ça fait quelques mois. Donc je vais tout simplement prendre ces gens-là. Mais donc ma conversation avec elle change beaucoup. Comment je vois les jours qui viennent. J'ai commencé à regarder des vidéos sur les signes des dernières étapes avant le décès. J'avais lu, ça fait très longtemps, des livres sur le thème. Et ça me rassure de savoir à l'avance à quoi m'attendre et de savoir que ce sont des choses normales. Le début d'une des vidéos disait qu'il y a 2 personnes qui meurent toutes les secondes. Et ça fait 160 000 personnes par jour et 59 millions par an. Je suis plus calme que ça fait quelques semaines. C'est comme je disais, quand on essaie de se projeter dans l'avenir, l'image qu'on en a est souvent pire que celle du moment où ça se passera vraiment. Et là, plus on approche du moment où il partira, plus je suis dans ce moment-là que j'appréhendais avant. Et il y a quelque chose qui fait que quand on est dans le moment, on est occupé par le moment. On est moins dans sa tête. Donc on souffre moins. Alors l'infirmière de lundi nous avait dit qu'elle ferait venir aussi un physio pour le faire marcher ou je ne sais quoi exactement. Je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir parce que s'il ne mange pas, c'est normal qu'il ne puisse pas bouger beaucoup. C'est pas le but. Je crois qu'il faut accepter son déclin. Mais bon, on vient d'apprendre qu'elle viendra demain matin. Et aussi une personne, et ça j'aimerais vraiment bien, qui vienne pour lui faire sa toilette. Mais ça malheureusement, c'est pas encore en place. Donc Thierry s'est habitué à son lit en bas. Il ne monte plus. Je pensais cette semaine à toutes ces dernières fois silencieuses qui ont déjà eu lieu. Elles me viennent en tête parfois. La dernière fois qu'il est allé à un concert, c'est évident, puisqu'il n'a pas pu y aller cette semaine. La dernière fois qu'il sera allé dans un magasin, parce que ça n'arrivera plus. Presque, j'ai envie de dire, la dernière fois qu'il ira dans le jardin, parce qu'il n'est plus allé dans le jardin depuis qu'il est revenu. La dernière fois qu'on est allé marcher à la plage ensemble, par exemple. Ce qui me rend vraiment triste, c'est comment est-ce que je peux aller à cette plage sans lui et ne pas être submergée par les souvenirs et dans la réalisation qu'il ne sera plus là. Qu'à partir de maintenant, ce sera comme ça si je veux aller me promener sur cette plage.
Il y a tellement de choses et de lieux. Je ne sais pas comment les gens font pour se reconstruire une vie dans le même espace qu'ils ont partagé avec un être cher. C'est clair qu'on est dans les dernières semaines. Je ne sais pas combien. Voilà, je vais faire une petite pause et je vais revenir pour des trucs plus concernant ma semaine à moi ou moins reliés à sa santé. Alors ça va être un peu de tout, mais la première des choses sur lesquelles mes yeux tombent, note que j'avais prise pendant la semaine, je vous ai parlé d'une personne que je ne connais pas, dont le mari était à un stade semblable à Terry, aussi avec un cancer stade 4. Et elle habite en Belgique. Je ne la connais pas du tout, je l'ai croisée sur Facebook. Et hier, justement, elle m'envoie un faire-part. Son mari est décédé avant-hier. Il y a une photo de son mari, stylisée, avec 2 anges, un de chaque côté de son visage. Ça m'a fait sourire parce que, comme je vous ai dit récemment, cette saison, c'est la saison des anges, pour moi. Là, c'était les plus vrais que vrais anges imaginés par l'être humain. Mais c'était des anges célestes. Donc, je pense beaucoup à elle. Sinon, la jeune femme que j'avais croisée au magasin, que j'avais embrassée, ça fait quelques mois et que j'ai retrouvée, on s'est recontacté et on a rendez-vous. Mais ce dimanche, on va aller marcher ensemble. Je pense à elle parce qu'elle avait dit que j'étais son ange. Mais au fait, après la conversation avec mon ami, je vais annuler. C'est pas le moment. Je n'ai absolument pas besoin de sortir en ce moment et de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce sera pour plus tard. Et cette semaine, je me suis dit que mon ange à moi, c'était l'infirmière qui nous a vraiment, vraiment guidés et aidés, qui nous a donné l'espace pour décider de ce qu'on voulait faire avec Terry. Et ce qui ultimement nous a donné l'opportunité de ne pas le mettre en nursing home et de le faire venir à la maison. Même si ça a été assez bancal comme transition, c'est quand même grâce à elle que tout ça a pu se passer. Et notre autre ange, c'est la dame qui nous a dit qu'il y existait une autre option. Sinon, quelque chose de très pratique par rapport à l'hôpital. On a des petites lingettes à chaque fois qu'on fait une infusion ou une injection individuelle, des petites lingettes individuelles. Et j'ai remarqué que les infirmières les ouvraient un peu n'importe comment. J'aime bien le mot n'importe comment. Parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose qu'on conseille aux gens de faire n'importe comment. Mais là, plus on le fait n'importe comment, mieux c'est. Parce que ça ouvre tellement le paquet qu'après la lingette est beaucoup plus accessible que si on coupe avec des ciseaux, le haut, ou que si on essaie de faire ça sans trop abîmer l'emballage, voilà. Donc maintenant, à chaque fois, quand j'en ouvre une, je savoure le geste. Voilà. Ça, c'est le plus optimiste que je peux trouver comme chose à retirer de la semaine. Et puis, je vais aussi vous mettre à jour par rapport à ce groupe de support auquel j'appartenais. Je ne pense pas vous avoir dit que j'avais envoyé donc un message à la thérapeute et lundi, l'une des 2 participantes, je déteste dire celle que j'aime le moins, mais je ne veux pas vous donner de nom, donc numéro 2, envoie un message en me demandant quand est-ce que vous voulez qu'on se parle ce jeudi. Ce à quoi je m'attendais, et je me suis dit, c'est que la thérapeute ne lui a pas dit que je quittais le groupe. Donc je l'ai fait. Je leur ai envoyé un message à toutes les 2, à toutes les 3 d'ailleurs, et je leur ai dit, comme je l'ai dit à la thérapeute, je quitte le groupe, je vous remercie pour 2 ans d'aide, je vous souhaite le meilleur, voilà, et voilà. À ça, numéro 2 m'a répondu la même chose que ce qu'elle avait dit quand on s'était parlé, qu'elle était désolée de ne pas avoir su m'aider, et que c'était parce qu'elle m'aimait, voilà. Je ne lui ai pas répondu, je le ferai peut-être, je pensais envoyer un cœur uniquement, c'est un email, je ne sais pas. Et la thérapeute a répondu aussi, en disant « Moi aussi, je suis très triste de voir Isabelle partir, mais je comprends
d'où ça vient. J'ai trouvé ça assez étonnant, parce que je me suis dit, ben, elle comprend ce qui s'est passé, mais elle ne semble pas comprendre sa responsabilité. Mais voilà. J'avais aussi envoyé, le lundi, un texte à celle que j'aime bien, numéro 1, on va dire, en lui disant que quand on s'était rencontrés la première fois, j'avais vraiment senti qu'on avait une belle connexion et que si elle voulait continuer à être en contact, ça me ferait vraiment plaisir. Et elle m'a dit, mais bien sûr que oui. Voilà, donc j'étais contente de ça. Et elle m'a dit, je voulais t'écrire une lettre cette semaine, mais je n'ai pas ton adresse physique, est-ce que tu veux bien me la donner? Et je lui ai donné, j'ai donc reçu sa lettre depuis, et je lui ai demandé la permission de la partager. Parce que ce qu'elle dit au tout début, je trouve ça vraiment très important à entendre. Donc c'est en anglais, mais je la traduis en français. Chère Isabelle, cela fait longtemps, en 1991, je me suis aventurée à aller à un groupe des 12 étapes. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu quelqu'un capable de parler sans être interrompu, sans feedback, sans conseil, sans jugement. C'était une expérience inoubliable. J'étais ébahie. Je ne savais pas que les humains pouvaient interagir de cette façon-là. J'ai appris à quel point c'était guérisseur de parler pour soi-même et d'avoir la permission d'être soi-même, de rester avec soi-même et de respirer dans cet espace. Non seulement je t'honore d'avoir ce talent, mais j'ajoute à ça combien j'honore que tu aies le courage, la force et la complétude spirituelle de laisser Terry être sur son propre chemin. T'écouter et vraiment profondément comprendre ce que tu modèles pour moi a eu un effet profond sur mon propre parcours avec mon mari, qui lui aussi a un cancer. Je m'émerveille de toi, Isabelle. Voilà. Je me dis waouh. C'est beau la façon dont elle me voit. Je suis hyper contente de la beauté qu'elle voit et de ce que ça lui apporte. Et je la remercie d'avoir compris. Je me disais que j'aurais bien aimé recevoir ce message de la thérapeute. Mais voilà, les rôles qu'on a dans la vie n'ont rien à voir avec nos capacités et notre niveau de conscience. Donc, c'est bien comme c'est. On a une petite décoration dans le salon qui dit quelque chose du genre « Ne fais pas attention à qui parle, mais au contenu de son message ». Voilà, ça reflète vraiment ce que je suis en train de dire par rapport à si on s'attend à ce que le thérapeute réagisse de la façon la plus noble et que les participants ne le fassent pas. Ça, c'est une façon très traditionnelle de voir la vie. Mais je crois que si on élargit à la sagesse peut venir de n'importe où. Mais là, ça devient encore plus beau, plus libre, plus vrai. Ce que cette expérience a rendu clair en moi, c'est que, et je ne dis pas ça du tout méchamment, mais je n'ai pas le temps ni l'énergie pour les personnes qui ne sont pas conscientes. Je le savais déjà. Je choisis mes amis en fonction de ça. J'ai dû le dire. Je ne veux pas devoir être la coach. Je veux être égale et apprendre. Être tirée vers le haut, pas freinée. C'est une permission que je me donne parce qu'il y a une partie de moi qui se sent coupable en disant ça. Mais ma thérapeute m'a vraiment
aider à comprendre que je ne dois pas sauver les gens, que j'ai une tendance, je pense, c'est moi qui le dis, à leur donner trop de place, que j'ai vraiment besoin de me donner la permission de ne rien faire du tout, mais du tout. Pas de dire ce que je vois qui pourrait les aider. Même pas leur demander s'ils veulent savoir. Même pas de dire quelque chose indirectement qui pourrait les mener à se réveiller. Au fait, c'est peut-être un peu arrêter de partager mes propres pensées. Ça, je peux le faire ici, et je le fais. Les laisser mariner eux. C'est peut-être souvent ça. C'est pas que je le dis pour les autres, c'est que je le dis pour moi. Je montre mon processus. Et peut-être que même ça, je ne devrais pas. C'est pas parce que j'ai quelque chose à donner que je dois le donner. Si je ne le sens pas, ou plutôt je devrais me poser la question, et pas automatiquement donner. Est-ce que j'ai envie de passer mon temps et mon énergie à ça, ou est-ce que je devrais me mettre en priorité? Et à moins que l'autre personne me manifeste une envie particulière, c'est ok de garder les choses pour moi. Je pense qu'une partie de moi se dit, mais si elle savait tel truc, ce serait bénéfique. Mais je dois faire ce que je suis en train de reprocher à cette dame aussi. Ou je ne dois pas faire ce que je suis en train de reprocher à cette dame, c'est de donner des conseils ou n'importe quel message gratuitement, sans être appelé à par cette personne. Et j'accentue surtout le fait de ne même pas demander à la personne si elle veut quelque chose, de ne pas me proposer. Voilà, c'est une étape en moins ou en plus. De ne même pas aller dans ce domaine, de rester centré sur moi uniquement, de jouer mon rôle entièrement et pas de me dédoubler et de jouer un petit peu plus que le rôle que j'incarne dans notre relation. Voilà, tout ça, ça a vraiment valu la peine. Je pense que ça, c'est un petit tournant pour moi par rapport à comment être en connexion avec les autres. Je finis mon épisode vendredi matin. Je voulais juste dire que je commence à avoir du mal à m'endormir. Je dois vraiment essayer de me distraire. Parce que mes pensées vont directement vers quand je serai seule. Et c'est dans un sens tellement proche ou palpable que c'est dur. Plus dur que d'y penser comme ça des années à l'avance. Il y a un peu le sentiment de cauchemar qui revient. Et ce que disait la dame numéro 2, que la mort c'est pour toujours, cette durée indéfinie, qu'on peut être bien ou avoir un peu de courage à un moment donné, mais qu'il y aura des moments très difficiles, que c'est pas fini quoi. Qu'en partie ça ne fera que commencer. Parce que je serai seule. Maintenant c'est difficile avec lui. Donc c'est quand même un peu moins difficile. C'est un tel, j'ai pas envie de dire piège, mais j'ai pas d'autre mot. Acte de courage, ce serait mieux. Être proche de quelqu'un, c'est un pari, un risque tellement énorme. Parce que on compte sur l'autre. Si on ne comptait pas sur l'autre, on ne pourrait pas être proche de lui. Donc on se rend vulnérable exprès pour pouvoir être connecté, pour pouvoir partager quelque chose. Et quand cette personne, on la perd,
On perd une partie de soi-même, on perd une partie de son système, de sa carapace, tout ça, même pas une carapace, c'est juste une peau. La peau qui protège de façon vitale le corps. Enfin, une chose à la fois, n'est-ce pas? Alors que je finis cet épisode avec des retouches, Terry est toujours endormi. Il est 11h du matin. Je me disais par rapport à l'hospice que ça va pas être une décision qu'on va prendre, ça va être une évidence. J'aime bien cette distinction. Cet après-midi, Terry m'a dit « Je crois que je devrais commencer à penser, à lâcher prise. » Et combien c'était difficile, et combien c'est difficile de me laisser ici. Les adieux ont commencé. C'est clair.